Bonjour, bienvenue à cette activité du Code Club. Aujourd'hui, on va voir comment programmer les déplacements d'un personnage en 8 directions. Donc, 8 directions, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire les deux axes, horizontal et vertical, donc de gauche à droite et de haut en bas, plus les deux axes diagonales. Euh, donc, ici, j'ai rédigé ce qu'on appelle des spécifications pour le programme dans le projet de départ dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Vous devez programmer, en fait, c'est comme je le disais, le déplacement dans 8 directions, mais je veux pouvoir contrôler à la fois avec les flèches et avec les touches ASDW. Donc, qui sont des touches régulièrement utilisées dans les jeux vidéo. Et puis, je veux pouvoir contrôler la vitesse grâce à une variable. Donc, je veux pouvoir changer la vitesse de déplacement. Je veux aussi animer Taylor. Donc, il y a 4 costumes qui forment une animation de marche. Donc, je veux qu'il anime quand il marche et que la vitesse de l'animation s'ajuste à la vitesse de déplacement. Donc, et quand il ne bouge pas, on doit le mettre sur un costume spécifique qui est le costume numéro 1. Et finalement, on veut empêcher Taylor de marcher à travers les obstacles. Donc, les arbres et l'eau. On veut que ça puisse bloquer son déplacement. Donc, ça, on appelle ça des spécifications. Si jamais vous faites un logiciel, soit pour un projet ou pour une commande, on va vous donner une liste ou vous allez vous faire une liste de spécifications que vous voulez que votre programme, à laquelle vous voulez que votre programme corresponde. Et puis, c'est à vous ensuite de trouver les solutions pour programmer les solutions. On va voir à l'intérieur et vous pouvez remixer ce projet-là. Vous avez la description du problème ici. Et si on regarde, moi je vais faire une copie, vous pouvez remixer. Et si on regarde, on a un point de départ que quand je clique sur le drapeau vert, Taylor va aller dans une position, qui est la position ici, et on va envoyer le message de départ. Donc tout ça, ça doit se passer quand il reçoit le message départ. Et j'ai simplement une scène. Euh, et puis j'ai mis le plan de coordonnées si ça peut aider. Donc, on va analyser le problème. On peut le décomposer à une série de fonctions, d'actions que Taylor doit faire et qu'en fait que le programme doit faire. La première serait d'analyser, on va créer un commentaire ici, donc ce qu'on appelle les inputs, c'est-à-dire les commandes. Est-ce que le joueur a appuyé sur des touches pour qu'il y ait une action correspondante, ou s'il n'a pas appuyé, bien, il y a une action correspondante aussi. Donc, on veut à la fin de cette étape-là savoir si on ne se déplace pas ou si on se déplace sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc, au final, on veut savoir si on a un input sur le X ou le Y, donc de gauche à droite ou de haut en bas. Et puis, si on en a une sur les deux, donc, par exemple, si c'est positif, on va aller dans les costumes de la scène. Donc, si c'est positif sur les X, ça veut dire qu'on va aller vers la droite. Si c'est négatif sur les X, on va aller vers la gauche. Si c'est 0, on ne se déplace pas de gauche à droite. Et si c'est par exemple positif sur les Y, on va aller vers le haut. Si c'est négatif sur les Y, on va aller vers le bas. Et puis là, la combinaison va nous indiquer si on est en diagonale. Par exemple, si c'est positif sur le Y et positif sur le X, alors on va aller euh, en haut à droite en diagonale. Donc, cette combinaison-là, une fois qu'on va avoir vérifié toutes les commandes, les boutons qui sont appuyés, les touches qui sont appuyées, on va avoir une combinaison d'input, une combinaison d'input X et Y. Et après cette étape-là, ça ne dérange pas si on a appuyé sur A ou sur la flèche de gauche, qui sont deux commandes correspondantes, ou si on a combiné S et la flèche de droite. Donc, on veut simplement, à la sortie de cette fonction-là, savoir sur le X et le Y si on se déplace ou pas. Une fois qu'on va savoir ça, il va falloir pointer dans la bonne direction. Donc, la combinaison de nos axes X et Y va nous donner
la direction dans laquelle pointer. Donc, il y a une étape à partir de laquelle on va vouloir que notre personnage pointe dans la bonne direction. Ensuite, je vais m'occuper des obstacles, donc on va vouloir le déplacer à une certaine vitesse. Une fois qu'on a pointé dans la bonne direction, on va vouloir déplacer notre personnage à la vitesse correspondante à sa vitesse de déplacement. Et puis, on va vouloir aussi vérifier s'il y a des obstacles. Donc, dans une étape de déplacement, on va vouloir bouger et obstacle. Après avoir vérifié et fait le déplacement, on va vouloir s'occuper de l'animation de notre personnage. Donc, ce sont les 4 étapes qu'on va vouloir faire. Et puis, ils vont une après l'autre. Donc, l'input informe la direction. Une fois qu'on a positionné dans la bonne direction, on a simplement à bouger. Ça simplifie notre déplacement parce qu'on n'a pas besoin de s'occuper de la direction dans le déplacement. Une fois qu'on sait qu'on peut bouger, alors là, on va pouvoir animer ou pas notre personnage. On va créer nos 4 fonctions. Donc, on pourrait créer la première fonction de input et aucune va avoir besoin de paramètres, mais on peut les faire exécuter sans rafraîchissement d'écran, c'est-à-dire sans dessiner un nouveau frame de notre jeu. Et puis ça va nous permettre de l'exécuter plus rapidement. Ça ne fera pas une grosse différence, mais logiquement, on n'a pas besoin de dessiner un nouveau frame en vérifiant les commandes du joueur. On va créer un autre pour la direction, un autre pour déplacement et un autre pour l'animation. J'ai oublié de les mettre sans rafraîchissement d'écran, mais on va pouvoir le faire. Surtout le déplacement, on va vouloir qu'il se fasse sans rafraîchissement d'écran. On va voir pourquoi. Direction aussi. Parfait. On va les définir tout à l'heure, mais la logique de notre jeu, c'est que dès qu'on reçoit le message départ, alors on va continuellement vérifier les inputs de notre joueur, ajuster sa direction, le faire déplacer et l'animer. Donc, ceci est notre boucle de jeu et on va pouvoir définir un après l'autre nos commandes. Commençons par input. Input, pour l'exécuter, on va avoir besoin d'une variable, pas ma variable que je peux supprimer. On va avoir besoin de notre input pour le X et le input pour le Y. Et je les ai laissés pour tous les sprites parce que dans le fond, ça va être les mêmes inputs, ça ne change pas. Ils sont communs à toutes les sprites. Pour l'instant, il va juste avoir un sprite, mais ils sont communs à tout le monde. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est si on a appuyé sur une des deux touches pour faire une action. Logiquement, si j'appuie sur la flèche de haut, je veux que mon input soit positif sur le Y. Si j'appuie sur la flèche du bas, qu'il soit négatif sur le Y. Par contre, je veux que si j'appuie sur les deux flèches en même temps, ça s'annule et que ça soit 0. Même chose pour la gauche et la droite. Donc, je veux m'assurer que si j'appuie haut et bas en même temps, mon input Y devienne 0 et pour que les deux flèches s'annulent. Et puis, je veux aussi que ça soit compatible à la fois avec ASD et W et les flèches. Donc, pour faire ça, on va commencer à chaque fois qu'on lance la fonction input par remettre les inputs X et le input Y à 0. Et ça, on va le faire parce que si jamais je touche à aucune des flèches, je ne veux pas que ça garde le input de du dernier frame, de la dernière boucle. Je veux que ça
remettre mon input à 0 si jamais je n'ai touché aucune flèche. Donc, c'est la première chose que je fais. Ensuite, on va vérifier si j'ai la bonne combinaison de touches pour effectuer un changement dans mon input. Donc, je veux savoir si j'ai la flèche, on va commencer par la flèche du haut ou la touche de W. Donc, on va aller dans capteur, touche, c'est soit la flèche du haut ou W. Je vais tasser mes autres ici, ou la touche W. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est ajouter. Je ne vais pas le mettre à 1, moins 1, je vais simplement ajouter. Donc, si c'est la flèche du haut, je vais ajouter 1 à mon input Y. Puis là, ça fait ma combinaison. Je peux même déjà le tester. Donc, si je fais le départ, j'appuie sur la flèche du haut, ça fait 1. J'appuie sur W, ça fait 1. Si je relâche la touche, ça retourne à 0. Donc, ça fonctionne. Tout ce qu'il me resterait à faire, c'est les 3 autres possibilités. Donc, je vais dupliquer ça une autre fois. Je veux dire, si c'est la flèche du bas ou la touche S, alors ce que je vais faire, c'est moins 1 sur l'input DY. Donc, je vais avoir ajouté ici et soustrait ici, donc ça va revenir à 0. Je vais l'essayer. 1, moins 1, et si j'appuie sur les deux, ça fait 0. 1, moins 1, 0. Parfait. Et on va faire la même chose, sauf qu'au lieu d'être sur le, au lieu d'être sur le X, sur le Y, on va aller sur le X. Et puis là, on va aller avec la flèche de droite et la touche D. La flèche de gauche avec la touche A. Et ici, il y en a qui se demandent comment je fais pour savoir qu'est-ce qui correspond à quoi pour les touches. Si vous regardez A, S, D, W, ils sont positionnés de la même façon que sont positionnées les flèches. Donc, ça reproduit un pavé directionnel, mais du côté gauche de notre clavier, ce qui est plus facile pour la plupart des joueurs, étant donné que la main droite est utilisée pour la souris pour la plupart des joueurs. Donc maintenant, j'ai mon système où, à la sortie de cette fonction-là, je sais la combinaison de input que j'ai. Donc, est-ce que je vais vers le haut, le droit, gauche, droite, et ça fonctionne tant avec ASD, W qu'avec les flèches. Maintenant, une fois qu'on a ça, tout ce qu'on a à faire, c'est vérifier quelle est la combinaison de ces deux variables-là et de déterminer la direction. Donc, la direction, on va en vouloir 8. Donc, si mon input Y est 1 et que mon input X est 0, alors on va aller en direction tout en haut à 0. Je n'arrive pas à l'avoir exactement, mais c'est 0. En fait, on va y aller avec celle-là parce qu'il y a un petit snap qui va m'aider à l'avoir. Donc, 0 vers le haut, 90 vers la droite, 180 vers le bas et 90 vers la gauche. Et puis pour les diagonales, on va vouloir la position entre 0 et 90 qui nous donne 45, entre 90 et 180 qui nous donne 135. Et puis pour les diagonales à gauche, c'est simplement les négatifs, moins 135 et moins 45. Donc, ça nous donne nos 8 directions. Donc, on va les ajuster avec ce bloc-là. Mais on va vouloir faire la même chose, une vérification. Et là, on va vouloir savoir les deux variables. Donc, c'est un et. On veut savoir s'ils sont 1 et 0, 1 et 1. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, c'est vraiment, on veut avoir une combinaison exacte de nos inputs X et Y. Et on veut vérifier si mes inputs sont égales à... Et puis là, on va mettre les combinaisons. Donc, si mon input
X et Y sont égales à. Et puis là, on va y aller pour faire les 8 combinaisons. Donc, on a 1, 0, ça va faire par en haut. Et puis, si vous n'êtes pas sûr des combinaisons à avoir, premièrement, on peut regarder, réfléchir logiquement que le Y détermine si on devrait aller en haut, en bas, X de gauche à droite. Et puis, si c'est toujours pas clair, vous pouvez essayer de faire la démonstration et d'appuyer sur les touches pour voir quelle combinaison on pourrait avoir. Et les diagonales, en fait, ça va être une combinaison de, si j'appuie sur la flèche de gauche et la flèche du haut, je vais aller en haut à gauche ou en haut à droite. Donc, on y va. Position 0, si c'est 1, 0. J'ai fait les 8 combinaisons dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire. Donc, 1, 0, 1, 1, 0, 1, moins 1, 1. Et j'ai les directions correspondantes ici. Donc, par coût, incrémentation de 45 degrés. Étant donné que je fixe la direction ici, je devrais être capable de le voir sur mes combinaisons. Sauf que, voilà. Et puis, il reste, si j'appuie sur aucune touche, il va rester dans sa position. Donc, ma direction fonctionne. Je peux retourner à l'arrière-plan ici. Donc, j'ai ma deuxième étape de fait pour mon déplacement en 8 directions. Donc, l'input détermine les touches et la direction où aller. Basé sur les inputs, je détermine la direction. Et maintenant, on va simplement faire le déplacement. Donc, on disait que le déplacement devait être contrôlé par une variable. Donc, on va créer une variable vitesse. Et on peut tout simplement faire avancer notre personnage par sa vitesse. Et si vous voulez jouer avec, on peut cliquer avec le bouton droit sur vitesse ici quand il est affiché et faire barre de défilement. Venir ici. On peut même cliquer avec le bouton droit et faire changer son range, c'est-à-dire sa valeur maximum et minimum. Donc, on veut un minimum d'une vitesse de 1 et disons une vitesse maximale à 25 pour faire les tests. Donc, si j'y vais, on voit que je suis capable de bouger dans les directions et de changer ma vitesse. Sauf qu'on remarque rapidement deux choses. Un, mon personnage ne s'arrête jamais. Et puis deux, il passe à travers les obstacles. Pour régler ça, ici, on a simplement à vérifier que le input X et l'input Y ne sont pas tous les deux 0. Donc, s'ils sont tous les deux 0, on ne veut pas avancer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller ici. On va faire input X et input Y, et on veut savoir s'ils ne sont pas égales à 0 les deux. Donc, on veut savoir si input Y et input X ne sont pas égales à 0. Et là, on pourrait le faire de deux façons. On pourrait faire ça comme ça et le mettre ici pour les deux. Ou on pourrait simplement construire notre et en premier qui nous donne le résultat et l'inverser. Donc, si ce n'est pas égal à 0, comme en ce moment, alors on va effectuer le déplacement. On va ici. Et voilà. Et si j'arrête d'appuyer, le personnage arrête. Maintenant, pour les obstacles. Pour les obstacles, on va utiliser une technique qui s'appelle un masque. Pour créer un masque, en fait, ça va être une couche, une layer en anglais, un calque qu'on va mettre par-dessus notre arrière-plan qui va laisser savoir clairement qu'est-ce qui est un obstacle et qu'est-ce qui n'est pas un obstacle. Donc, la première étape, ça va être de dessiner notre masque. Donc, on va aller ici, on va dupliquer
notre niveau. Celui-ci, je vais juste l'appeler niveau, level, et lui, je vais l'appeler level obstacle pour signifier que c'est le niveau sur lequel je vais avoir des obstacles. Et là, je vais utiliser la couleur noire, mais je pourrais utiliser n'importe quelle couleur. Je vais mettre toutes mes valeurs à 0 et je vais dessiner des rectangles par-dessus les endroits, les zones où je ne veux pas de déplacement. Donc, ici, je veux empêcher mon joueur de se déplacer ici. L'arbre va aussi être un obstacle. Je vais faire un obstacle par-dessus mon lac. Vous voyez, dans le fond, je peux jouer un petit peu avec la zone qui va être ou pas un obstacle. Si jamais je voulais que mon arbre soit plus précis, dans ce cas-ci, ça ne changera pas, mais je pourrais combiner deux rectangles pour faire mon tronc et ensuite un autre pour faire en haut. Puis là, je dis que ça ne changera rien parce qu'il n'y a juste pas assez d'espace pour la grosseur de mon joueur pour aller ici. Et le masque ici. Et là, une fois que j'ai avancé, et puis c'est là que ça devient très important de s'assurer que c'est exécuté sans rafraîchissement d'écran, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a avancé, on va basculer sur le costume, sur l'arrière-plan avec les obstacles, et on va vérifier si notre joueur touche à la couleur noire. Donc, si on est rentré dans un obstacle, en collision avec un obstacle. Donc, je vais aller choisir la couleur. Et là, pour être sûr, surtout si vous avez pris une autre couleur que noir, vous pouvez aller échantillonner la couleur. Et puis là, on va dire, si j'ai touché la couleur, alors je vais vouloir reculer de la même distance que j'ai avancé. Donc, ce que je veux, c'est le négatif de ma vitesse. Et il y a deux façons d'obtenir le négatif d'un chiffre. On pourrait faire 0 moins la vitesse. Et on pourrait faire 0 multiplié par moins 1. Donc, ce sont deux façons d'obtenir le négatif de ma vitesse. Puis là, je vais simplement lui dire d'avancer avec le négatif de ma vitesse. Et une fois que ça c'est fait, ben, je vais simplement rebasculer vers mon niveau sans les obstacles. Et là, parce que je joue avec les costumes, les différents arrière-plans, je peux aller ici, m'assurer que je commence mon jeu avec le niveau sans les obstacles. Et là, parce que le changement se fait sans rafraîchissement d'écran ici, on change d'arrière-plan, on vérifie notre collision et on rechange à l'autre arrière-plan avant même d'avoir dessiné une nouvelle image. Donc, on ne voit pas les carrés de mon masque. Et voilà, mon personnage est bloqué par les obstacles. Je contrôle sa vitesse. Et voilà. Maintenant, pour l'animation. En fait, l'animation, c'est simplement de changer de costume si je bouge, et puis de le changer à une vitesse qui va être inversement proportionnelle à ma vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire, inversement proportionnelle à la vitesse? Ça veut dire que plus ma vitesse augmente, plus je veux que l'attente soit petite. Donc, si la vitesse est 10, on va attendre moins longtemps pour changer de costume que si ma vitesse est 1. Ça, une façon facile d'obtenir un résultat comme ça, c'est de choisir une vitesse de base à laquelle je voudrais aller changer de costume si ma vitesse est 1. Par exemple, si ma vitesse est 1, je vais changer de costume à toutes les 1 seconde. Et là, je vais diviser ce chiffre-là par ma vitesse. Donc, si la vitesse est 1, 1 divisé par 1 me donne 1. Si j'augmente, ben là, je vais aller de plus en plus rapidement pour
l'animation. Peut-être que je vais vouloir ajuster un petit peu les paramètres, peut-être créer un minimum, un maximum, mais cette logique-là de diviser par un nombre crée la relation inversement proportionnelle que je veux atteindre. Donc, l'idée de base, ce serait de dire costume suivant, et là, on voudrait attendre un certain délai inversement proportionnel à nos secondes. Alors, essayons de voir qu'est-ce que ça fait, ça. Si je mets, par exemple, une vitesse de 3, on va avoir une animation. Allons-y. Donc, je clique ici. Il y a une animation. Le premier problème que je remarque, c'est que même sans bouger, il fait l'animation. Donc, je ne vérifie pas si je bouge ou pas pour faire l'animation. Deuxièmement, on remarque que là, si j'essaye de bouger, eh bien, il bouge entre les changements de costume, alors que je voudrais qu'il bouge, en fait, continuellement, indépendamment de mon changement de costume. Donc, je veux pouvoir bouger et je veux qu'il puisse décider séparément quand bouger. Et ça se fait parce que ici, le bloc attendre, il va être exécuté systématiquement quand je vais passer dans mon animation. Donc, à toutes les fois que j'arrive ici, tout ça se passe sans délai. Et là, à animation, j'arrive, j'attends 0.5 secondes ou peu importe le temps qui va avoir été calculé et je reviens ici pour recommencer. Donc, il va toujours avoir un stop de 0.5 secondes ici dans l'animation si j'utilise le bloc attendre. Donc, je vais vouloir essayer de recréer ça en m'assurant, un, que je dois bouger et deux, que ça ne stoppe pas ma boucle. Et puis, pour y arriver, je vais utiliser le chronomètre. Donc, le chronomètre est très, très, très utile parce qu'il nous permet de compter du temps indépendamment de notre boucle de jeu. Donc, le chronomètre, lui, il est toujours en train de défiler et puis on peut le réinitialiser si on veut et ça nous permet de calculer un délai. Il faut juste faire attention de ne pas l'utiliser simultanément avec plusieurs personnes, donc, parce qu'il y a juste un chronomètre. Si vous voulez utiliser plusieurs chronomètres, il va falloir que vous créiez votre propre compteur séparément avec une variable, ce qui se fait très facilement. On va vouloir utiliser le chronomètre. Donc, comment faire ça? Premièrement, on va vouloir le même type de vérification qu'on a ici. Donc, on veut savoir, oups, je n'ai pas copié le nom. Donc, je veux être sûr que mes inputs ne sont pas 0 et 0 pour changer. Mais là, je vais utiliser un sinon parce que s'ils sont 0, 0, ou inversement, je pourrais sortir comme ça et inverser. Donc, s'ils sont 0, 0, on avait dit qu'il faut aller au costume 1, costume A. Donc, on va faire ça tout de suite. On va dire, si c'est 0, 0, va au costume A. Et puis, sinon, change de costume. Donc, 0, 0, costume A. Et si je commence à bouger, ben là, il change de costume, mais beaucoup trop rapidement. Il va falloir prendre en compte le délai ici. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est seulement changer de costume si mon délai a dépassé ce que je voulais calculer. Donc, le 1 divisé par ma vitesse, je vais seulement vouloir le faire, changer de costume si mon chronomètre a dépassé ce délai-là. Donc, si mon chronomètre est plus haut que ça, alors je vais changer de costume. Eh bien, c'est important, une fois que je vais avoir changé de costume, après, de réinitialiser mon chronomètre pour qu'il reparte à 0 pour que je puisse revérifier le délai plus tard. Donc, ici, ça ne bouge pas. À 2, le costume change lentement. Et si je le mets par exemple à 8, alors ben là, le costume change plus rapidement. On se rend compte que 1, c'est peut-être trop lent. Fait qu'on pourrait faire, par exemple, 0.7
pour la première vitesse. Donc, si j'y vais ici, il devrait changer plus rapidement un petit peu. C'est encore un peu lent. Donc, on peut ajuster comme ça l'animation. On pourrait dire par exemple 0.4. Déjà un petit peu mieux. Et puis là, si j'augmente la vitesse, ça va augmenter aussi la vitesse de mon animation avec les obstacles. Si je cache maintenant l'input et la vitesse, je pourrais calibrer pour trouver une vitesse qui marche bien et une bonne animation qui correspond à ce que je veux. Et avec ça, bien, j'ai rempli toutes les fonctionnalités qui avaient été décrites dans les spécifications de mon programme. On a utilisé des fonctions. On a séparé les responsabilités de chaque fonction. On a décortiqué notre défi en différentes fonctions qui avaient chacune une responsabilité et dont la séquence informait les actions des autres. Donc, on commence par vérifier les inputs et puis là, on abstrait. Une fois qu'on a fini cette fonction-là, on n'a plus besoin de savoir si on a appuyé sur le W, sur le S, la flèche du bas. Donc, on va simplement avoir une abstraction de toutes ces commandes-là à travers nos deux variables qu'on utilise ensuite pour déterminer la direction dans laquelle notre personnage devrait pointer, qu'on utilise ensuite pour déterminer si on devrait ou pas bouger. Si on bouge, notre variable vitesse détermine la vitesse avec laquelle on bouge. On utilise un masque. Donc, on alterne entre ce costume-ci et celui-là, mais sans rafraîchir l'écran. Donc, on ne voit jamais les carrés noirs. On utilise le masque pour vérifier si on est en collision avec un obstacle. Si on est en collision avec un obstacle, on recule de notre vitesse négative. Dans le fond, on recule de notre vitesse, donc on avance de notre vitesse négative et on rebascule sur le niveau sans le masque. Et finalement, l'animation, bien, si on a des inputs, donc si on bouge, si on ne bouge pas ici, pardon, si c'est égal à 0,0, donc on va sur le costume 1. Et puis, si notre chronomètre dépasse une relation inversement proportionnelle à notre vitesse, donc on va jouer avec ça ici, on va changer de costume et réinitialiser le chronomètre. Et on utilise le chronomètre pour que notre temps, notre délai puisse être calculé parallèlement à notre boucle de jeu. Donc, éviter que ça cause un arrêt dans notre boucle de jeu. Et c'est un système de déplacement que vous pouvez utiliser dans la plupart de vos jeux, de vos systèmes qui seraient de vue top-down comme ça. Merci beaucoup et à la prochaine.